Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est avec quelques minutes de retard que se tient cette édition Actualité oblige. C'est parti pour les travaux de la conférence nationale sur la rémunération des agents de la fonction publique. 3 jours de discussion pour trouver un mécanisme garantissant une gestion équitable et soutenable de la masse salariale et plus d'équité dans la fonction publique burkinabé marquée par de grandes disparités. Le sommet Trump-Kim a bien eu lieu aux premières heures de ce mardi à Singapour et a été sanctionné par la signature d'un document sur la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. La rencontre à elle seule est historique car jamais Américains et Nord-Coréens n'avaient eu des discussions à un tel haut niveau. La conférence des forces vives de la nation sur le système de rémunération des agents de la fonction publique se tient depuis ce matin. Pendant 3 jours, les discussions vont porter sur le mécanisme garantissant une gestion équitable et soutenable de la masse salariale des agents publics. C'est une démarche qui vise à rechercher l'apaisement social, l'accroissement de la productivité et la réduction des iniquités. Isaka Ouedraogo, Nyarkiteda, reportage. L'avenir et même le devenir des agents de la fonction publique se jouent dans cette salle. Les vestes apportées seront taillées par des forces vives de la nation convoquées sous l'arbre à palabre pour trouver des solutions aux problèmes brûlants de l'heure. Les critères objectifs doivent être pris en compte pour la détermination des rémunérations, notamment le diplôme, la qualification, la durée de la fonction, le niveau du travail, la pénibilité du service public en cause. L'impératif de sécurité juridique doit être la variable d'ajustement des solutions et de leur mise en œuvre. Les principaux concernés sont divisés. Les uns sont pour et les autres s'opposent radicalement. En tous les cas, 26 organisations syndicales sont présentes aux discussions et viennent pour défendre rien que les intérêts des travailleurs, a averti le porte-parole du haut de cette tribune. Nous sommes là pour défendre nos intérêts. Nous sommes là pour défendre l'équité et cela aussi a été dit. Il ne faut pas seulement vous adresser à la refonte. Ça aussi c'est une refonte pour permettre effectivement à ce qu'il y ait une équité, une justice dans le traitement salarial. Il est alors urgent d'agir. Agir pour mettre fin aux injustices, à l'iniquité et créer un climat favorable au sein de l'administration. Le chef du gouvernement rassure, ce n'est pas une messe, mais un cadre pour des débats sans tabou, pour solutionner les problèmes dans un cadre global. Comment arriver à rétablir l'équité entre les agents qui ont la même qualification, qui sont entrés dans notre système de fonction publique avec les mêmes niveaux. L'autre question, c'est de voir comment est-ce qu'on peut arriver à harmoniser les conditions de rémunération pour éviter ces iniquités, ces injustices. Alors, dans ce contexte-là, il ne s'agit pas d'enlever le pain de la bouche de quelqu'un pour donner à un autre. Il s'agit de sauver notre modèle social, de faire en sorte que nous puissions vivre dans la paix et dans la cohésion sociale sur cette terre de Burkina Faso que nos ancêtres nous ont donnée et que nous avons le devoir également de transmettre aux générations futures. La dialectique pouvoir-obéissance est remise en cause, regrette le professeur Seni Ouedraogo de la fonction publique qui voit en cela la fragilisation de l'État et son autorité constamment remise en cause. Divulgation des secrets professionnels, défiance de l'autorité de l'État, publication des données à caractère personnel en violation du droit constitutionnel. Bref, les faits sont suffisamment graves selon le gouvernement. Et cette conférence, au-delà des rémunérations, doit permettre de soigner l'image de marque de l'administration publique. Dialogue social toujours, les négociations sur la convention collective sectorielle des sociétés privées de gardiennage se tiennent depuis hier face à face. Le syndicat national des sociétés privées de sécurité et le conseil national du patronat burkinabé. Les discussions vont porter sur les conditions de travail et de rémunération des gardiens employés dans les différents secteurs d'activité. L'objectif est d'aboutir à un document consensuel définissant clairement le cadre juridique devant régir les relations de travail de ce secteur. Nongba Kouda, Ini Janine Kambiri. Fort des risques élevés dans le domaine de la sécurité, de meilleures conditions de travail et de rémunération s'imposent. Et c'est à cet effet que le syndicat national des sociétés privées de sécurité, le Conseil national du patronat burkinabé et le gouvernement ont entamé les négociations sur la convention collective sectorielle. Si vous voulez assurer la sécurité des personnes et des biens, que vous-même vous soyez en sécurité. C'est-à-dire que vous soyez munis des outils nécessaires pour assurer
votre sécurité est assurée, celle des autres personnes et des biens. Cette convention collective-là va constituer un important outil pour jeter en tout cas toutes les pistes idoines. Le gouvernement s'est dit prêt à accompagner les acteurs sociaux dans ce processus. Il s'agit d'une phase importante puisque vous savez que le secteur de la sécurité privée est un secteur en vogue aujourd'hui, mais c'est un secteur qui n'a pas encore connu une organisation du point de vue juridique et qui demande à être organisé. Au regard de la multitude des entreprises privées de sécurité dans notre pays, les négociations devront aboutir à un document consensuel définissant clairement le cadre juridique de cette activité. Le but est de créer des conditions plus favorables de travail et d'assainir le milieu. Ce mardi a été marqué aussi par la reprise du procès du putsch manqué de septembre 2015. Au procès du putsch, les audiences se suivent et se ressemblent. L'audience tant attendue des accusés n'a pas eu lieu ce matin. On a plutôt eu droit à des débats très houleux entre avocats. Ce matin, 2 accusés se sont retrouvés sans défense. Parmi eux, l'ancien bâtonnier Maître Traoré. La partie civile et le parquet demandent le début des auditions en attendant que le barreau désigne des avocats pour les 2 accusés. La défense dénonce un passage en force. Finalement, la question a été mise en délibéré. L'audience reprend le 14 juin prochain, c'est-à-dire jeudi. Les journalistes peuvent contribuer à instaurer le dialogue entre les différentes couches de la société. C'est ce qu'on appelle le journalisme dialogique. Pour se pencher sur cette notion, des journalistes du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Burkina et d'Italie sont réunis depuis dimanche dernier à Bobo-Dioulasso. Pendant 5 jours, les participants vont s'imprégner de la notion de journalisme dialogique. Karim Ilboudo, Sartuné Paré à Bobo. Apprendre comment être un journaliste de dialogue, être vecteur d'union dans la société. C'est ce qui réunit ces jeunes étudiants et journalistes pour les uns, opérateurs de médias et enseignants pour les autres. Ils sont issus de différents pays d'Afrique et d'Europe. 5 jours pour eux de se doter d'outils nécessaires à cet effet. Le journalisme dialogique, ce n'est pas un type de journalisme particulier, c'est un esprit que les journalistes doivent avoir quand ils écrivent de n'importe quoi. Et c'est une attitude d'écoute, d'attention, de ne pas vouloir écraser l'autre ou simplement ne pas vouloir gagner un scoop, avoir quelque chose qui permet d'être à la une tout le temps. Non, le journaliste dialogique, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, en dialogue avec l'autre. Ce rendez-vous de Bobo-Dioulasso se veut un cadre d'échange sur le journalisme, mais aussi une occasion d'apprentissage des participants sur des genres journalistiques. On veut permettre à ce genre d'assimiler, à participants d'assimiler cet esprit dialogique en réalisant 3 magazines, c'est-à-dire il y a des laboratoires à travers lesquels ils peuvent réaliser aussi, apprendre à mettre en pratique tout de suite que ces principes, ces valeurs que nous voulons mettre dans notre journalisme. Environ 50 personnes prennent part à ce séminaire international sur le journalisme dialogique à Bobo-Dioulasso. C'est la 2e fois que cette activité est organisée en Afrique de l'Ouest, la première s'étant tenue en Côte d'Ivoire. La session du Conseil économique et social refermée que le président du CES a repris son bâton de pèlerin pour expliquer aux populations le rôle de son institution. Moïse Napon a séjourné hier à Wayugia où il a eu des échanges avec les forces vives du Yatenga. Les préoccupations liées aux questions de développement socio-économique ont été les plus évoquées. Issoufou Kaboré, Alex Zagré. Ces participants s'imprègnent des principes du fonctionnement du Conseil économique et social CES. Cette sortie du président du CES dans la région du Nord va permettre au cadre de l'institution d'enregistrer d'une part les préoccupations des forces vives de la région et d'autre part de présenter les résultats de ses travaux durant l'année 2017. Donc depuis un certain temps, nous nous sommes évalués et nous avons décidé de nous faire connaître. Donc notre premier objectif, c'est faire connaître le CES pour que l'on sache ce que le CES fait pour la nation. La deuxième chose, c'est que pour que cela soit positif, nous avons besoin
de connaître les besoins qui sont exprimés par les forces vives. Pour ces participants venus des 4 provinces de la région, cette rencontre a été une occasion pour eux d'exposer leurs préoccupations aux premiers responsables du CES. Au Burkina Faso, ce qui manque, ce ne sont pas les réflexions, ce ne sont pas les études assez sérieuses, mais c'est en réalité le courage de l'autorité pour pouvoir les mettre en œuvre. Voilà, et quand on fait une comparaison entre des décisions qui ont été prises par le CES des années, des dizaines d'années, aujourd'hui ces recommandations ne sont toujours pas mises en œuvre. Nous estimons quand même qu'il y a quand même en matière, parce que pour une institution de ce genre-là, il y a matière à ce qu'on puisse rendre compte à un certain moment de ce qui est fait comme travail. Créé depuis 1959, le Conseil économique et social reste tout de même peu connu des citoyens selon ses dirigeants. Le CES est un organe consultatif chargé de donner des avis sur les questions à caractère économique, social et culturel. La Semaine nationale africaine de la vaccination a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour permettre un plus grand accès à la vaccination aux enfants de 0 à 18 mois. Cette année, c'est la région des Hauts-Bassins qui abrite au niveau du Burkina cette semaine. Des activités qui se résument à des campagnes de vaccination sont organisées dans les districts sanitaires de Dafra et de Houndé. Lamine Karantao, Mireille Carole Tougma. Une mobilisation des autorités administratives et sanitaires des Hauts-Bassins pour le lancement de la 7e semaine africaine de la vaccination. Initiée par le comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, la semaine africaine de la vaccination vise à faire prendre conscience de l'importance de cette mesure préventive. C'est vraiment l'occasion de rattraper tous les enfants qui devraient être vaccinés mais qui ont échappé pour une raison ou une autre. Et de sensibiliser les populations sur la vaccination. Il faut que chacun mette la vaccination dans son agenda. L'édition 2018 se déroule dans les districts sanitaires de Houndé et de Dafra. Une initiative appréciée par la population et les premiers responsables de la région. Nul n'ignore aujourd'hui les bienfaits de la vaccination. Alors, nous invitons tout simplement nos sœurs qui ont justement des enfants d'un âge compris entre 0 à 18 mois à adhérer à cette dynamique-là. C'est une bonne initiative d'amener les enfants à la vaccination et à les peser. Ça va permettre d'éviter beaucoup de maladies. Instituée en septembre 2010, la Semaine africaine de la vaccination se tient chaque année dans les pays de la région Afrique de l'OMS. Cette 7e édition est placée sous le thème « Les vaccins, ça marche, faites votre part ». Plus que quelques jours pour la fin du mois du Ramadan. Passage obligé avant la fin du jeûne, la nuit du destin qui a été célébrée hier dans plusieurs mosquées de Ouagadougou. Pour ne prendre que cet exemple, les fidèles musulmans ont prié pour la cohésion sociale et pour un Burkina de paix et de solidarité. Un appel à l'unité face au terrorisme a été aussi lancé. Adama Guiti, Oumar Zombré. La nuit du destin, nuit de dévotion et de ferveur religieuse. Ici, à la grande mosquée de Ouagadougou, les fidèles musulmans sortis nombreux sont là pour écouter les prêches, prier afin de recevoir les bénédictions d'Allah. Les autres quartiers de la capitale ne sont pas en reste. Nous sommes au quartier Pissi. Les fidèles écoutent avec grande attention les prêches du Cheikh Mahmoud Bandé. Dans leurs différentes prières, les croyants demandent l'assistance du Seigneur en cette nuit la plus sainte de l'islam. C'est une nuit qui n'a pas d'équivalent. C'est en cette nuit que le Coran a été révélé et descendu sur terre. C'est une nuit bénie. Le Coran n'a pas de parti pris. Il tranche toujours pour la vérité. L'accent est aussi porté sur la situation sécuritaire que connaît le Burkina Faso. Une situation marquée par des attaques terroristes que les responsables religieux condamnent. Aucune religion ne prône le meurtre. Aller tuer même dans les mosquées, c'est proscrit. Nous prions Dieu que le pays soit en paix, qu'il exauce nos vœux, qu'il combatte les djihadistes, qu'il les éloigne de nous, car Dieu choisit ce qui est bon et rejette le mal.
que la paix règne au Burkina et que tous les enfants du pays se donnent la main pour qu'on avance. Prêche et adoration ont continué jusqu'au petit matin dans les lieux de prière de la capitale, avec pour espoir que la paix et la cohésion sociale s'enracinent au Burkina Faso. Avant d'évoquer l'historique sommet Trump-Kim, voyons la revue de presse d'Abdoul Rasmane Zongo qui revient sur la tenue de la conférence nationale sur la rémunération des agents de la fonction publique et sur l'opération caisse vide du Chincha. Elle aura bel et bien lieu en dépit des velléités de boycott syndical. Elle, c'est la conférence sur la rémunération des agents publics et les propos sont du Premier ministre Paul Kabacheba. Il ne désarme pas. Droit dans ses bottes, affiche l'Observateur, Paul Kabacheba confirme la tenue effective de la rencontre ce 12 juin. Objectif, se défend-il, relève aujourd'hui au Faso, opérer une refondation de notre contrat social avec les agents publics basé sur l'équité, la soutenabilité budgétaire et la solidarité nationale. Car, à l'inverse, poursuit le Premier ministre Paul Kabacheba, dans les colonnes du journal Sidoya, les disparités salariales créent des frustrations. Et pour y arriver, Paul Kabacheba compte également sur un soutien de taille, d'où l'appel aux forces vives, rapporte des éditions Le Pays, pour une participation active et massive. Des forces vives qui, par ailleurs, sont des persona non grata du mouvement syndical. Restons toujours avec les syndicats, notamment avec le SYNCHA, qui essuie un revers dans l'opération caisse vide de l'État. Une opération pas du tout suivie, s'exclame aujourd'hui au Faso, qui a fait un tour à l'hôpital Yalgado Ouedraogo et à l'hôpital du district de Bogodougou par exemple. Idem à Tanguenda Souri à la périphérie de Ouagadougou, constate le journal de tous les Burkinabés, où les patients eux-mêmes ont mis la main à la poche. L'historique sommet Trump-Kim a bien eu lieu aujourd'hui à Singapour et a été marqué par la signature d'un document sur la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le président américain et le dirigeant nord-coréen ont écrit une nouvelle page de l'histoire des relations internationales à travers cette rencontre inédite. Ce sommet ouvre en effet la voie à une nouvelle ère dans la péninsule coréenne et peut-être à la fin de la guerre en Corée, plus de 50 ans après la fin des hostilités. Immédiatement après le sommet et alors que Kim Jong-un était déjà en chemin vers Pyongyang, Donald Trump a rendu ses conclusions devant la presse. La dénucléarisation complète de la péninsule aura lieu, a-t-il assuré. Aujourd'hui marque le début d'un processus ardu. Nos yeux sont grands ouverts, mais la paix vaut toujours l'effort, surtout dans ce cas. Cela aurait dû être fait il y a des années. Cela aurait dû être résolu il y a longtemps. Mais nous le faisons maintenant. Le président Kim a une chance d'offrir un avenir incroyable à son peuple. Tout le monde peut faire la guerre, mais seuls les plus courageux peuvent faire la paix. Donald Trump a déclaré qu'il ne retirera pas les troupes américaines de Corée du Sud et que les sanctions contre Pyongyang ne seront pas levées. En revanche, nous allons mettre fin aux exercices militaires, ce qui va nous faire économiser une énorme somme d'argent, à moins que nous voyions que les négociations futures ne se déroulent pas comme elles le doivent. Mais nous allons économiser beaucoup d'argent, sans parler du fait que les exercices sont très provocateurs. Questionné au sujet des droits de l'homme en Corée du Nord, le chef de la Maison-Blanche est en revanche resté pour le moins évasif. Cela a été évoqué, mais relativement brièvement comparé au sujet de la dénucléarisation, qui a été notre point de départ et d'arrivée. Mais il va faire les choses et je pense qu'il veut faire les choses. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.